Bounty law. You don't ever bring them in alive, now do you, Jake? And there's 3 of them and 1 of me. Spéculation by SoFilm, le podcast d'Emmanuel Burdeau, nouvel épisode qui est la suite de l'épisode précédent. Nous abordons La zone d'intérêt de Jonathan Glazer et ses autres films. On s'est quitté la semaine dernière en plein débat en plein milieu du film La zone d'intérêt. Alors, moi, je me disais qu'on pouvait repartir sur ce film. Tu décrivais un peu le dispositif et notamment ce que Glazer a développé avec ses acteurs, c'est-à-dire des caméras qui parfois même sont camouflées pour filmer un peu toutes les pièces de la maison, le jardin, etc. Et les comédiens sont pris dans un réseau de quasi-surveillance. Voilà, c'est un peu ce que tu développais. Et moi, justement, je trouve que ce dispositif amène des choses passionnantes sur les corps, sur les circulations des corps. Alors, il y a le commerce des objets, mais les objets sont systématiquement transportés par des corps qui les véhiculent. Et ils sont filmés de manière assez étonnante et dirigés, je dirais, de manière assez étonnante parce que moi, les postures des corps m'ont semblé, pas nouvelles, mais extrêmement travaillées. Et notamment l'interprétation que fait Sandra Hüller, une espèce de mélange à la fois de vulgarité, de rusticité et aussi de féminité vaincue, mais qui appelle vengeance, quoi. Elle est à la fois capable de soumission et d'un autoritarisme dingue et de menaces de mort directe. Là, il y a quelque chose que je trouve vraiment fabuleux. Oui, mais alors, très honnêtement, tu le dis très très bien, donc j'ai pas grand-chose à ajouter sur ça, sur les postures. En revanche, peut-être ce que je peux ajouter, c'est que tu disais dans l'épisode précédent que on était d'accord pour dire que l'affaire de Glazer, c'est cette espèce de monde coupé en deux, avec quand même d'un côté une humanité, d'un autre côté une non-humanité ou une humanité niée. Et voilà. Et tu disais, c'est une fine membrane peut-être qui sépare, même si là, en l'occurrence, c'est un mur, mais c'est peut-être une fine membrane. Tu disais, c'est peut-être une peau. C'est vrai que under the skin, sous la peau, tout ça. Bon. Et c'est vrai que une de ces affaires, vraiment, c'est la circulation. Alors là, il y a la circulation dans la maison et la façon dont peut-être, je sais pas, il oppose deux types de circulation, ou en tout cas, il y en a, je sais pas s'il les oppose, mais il y a la façon dont, malgré tout, le camp rentre dans la villa, bien que la séparation soit absolument nette et jamais franchi par le film, donc donné comme infranchissable, ou infranchi en tout cas. Et puis, comment on circule dans la maison, où notamment, d'abord la maison est assez grande, il y a beaucoup de pièces, des couloirs, donc ça circule beaucoup, comme dans toutes les maisons, mais dans celle-ci particulièrement. Et c'est évidemment accentué par ces caméras qui fait que, comme je le disais l'autre fois, à chaque fois qu'une porte est franchie, on retrouve la personne de l'autre côté, et donc on est dans une espèce de truc comme ça, de vanne qui s'ouvre, hein, puisqu'on parle de l'eau aussi, il y a un effet comme ça d'écluse, c'est très très net. Bon. Et la question qu'on pourrait peut-être se poser, c'est est-ce que cette circulation-là de l'intérieur de la maison, dans quelle mesure est-ce qu'elle est alors, deux questions. Dans quelle mesure est-ce que cette circulation de la maison, interne à la domesticité des Heuss, domesticité, comme tu le dis, sur laquelle règne Hedwig, Sandra Hüller, dans quelle mesure est-ce qu'elle est l'image de ce qui se joue dans le camp, ou, et c'est peut-être plus intéressant, dans quelle mesure elle est malgré tout, elle n'est pas l'image au sens d'une espèce de traduction ailleurs, mais elle est affectée ou envahie par ce qui se passe dans le camp. Alors, je prendrai 2-3 exemples. Il y a un truc assez frappant dans le film, alors que moi,
je dois dire, m'a pas plu, mais je suis prêt à le reconsidérer, ou en tout cas à le considérer, c'est le passage à la caméra thermique. Alors évidemment, c'est bien pour nous, puisqu'on a beaucoup parlé, toi le premier, du chaud et du froid. Et dans ce passage à la caméra thermique, comme l'a très bien expliqué Ophir Lévy à la séance de l'Eldorado du vendredi d'il y a 15 jours maintenant, on voit une petite fille, ce qui semble être une petite fille, disposer des pommes et des vivres, sans doute à destination des déportés. Et on pense d'abord, naturellement, enfin je reprends ce qu'il a dit parce que je suis tout à fait d'accord avec lui, on pense d'abord que c'est la petite fille, que c'est une des filles Heuss, avant de comprendre qu'en fait c'est une des filles des domestiques. Donc là, il y a une circulation aussi, puisque ce que l'on pense être venir de l'imagination d'une des petites filles, puisque c'est des rêves, quoi, et peut-être quelque chose qui est réellement effectué, alors de l'autre côté, si on peut dire, mais au sein de la même maison, puisque la fille des domestiques, elle vit sans doute dans une dépendance de la maison ou au sous-sol. Bon. Donc il y a ça, il y a cette scène qu'on évoquait très rapidement la semaine dernière, mais dont on trouverait effectivement des échos ou des signes avant-coureurs dans Under the Skin, qui est lorsque Heuss amène 2 de ses fils faire du canoë, enfin non, une sortie à la rivière, lui il pêche et l'autre il joue, et où il voit l'eau de la rivière marquée par la poussière, tout simplement, par les cendres et certains restes. Et certains restes. Oui, puisqu'il sort même un os de l'eau, et voyant ça, s'empresse de... Oui, parce qu'il y a la peur de la contamination. Là. Il y a la peur de la contamination. C'est un cinéma, et je sais qu'on va en reparler un peu plus tard, c'est un cinéma d'une très grande propreté, d'un soin extrême, mais qui est évidemment... c'est facile à dire, comme tout ce qui est propre, hanté évidemment par la peur de la tache, de la macule, évidemment. Alors là, il s'empresse de sortir ses enfants de l'eau, et puis ensuite il va les faire récurer. Et bon. Et puis, là, je pose une question, parce que c'est un truc qui m'a beaucoup déplu la première fois, et la deuxième fois, je me suis dit peut-être à reconsidérer encore une fois. Le travail sur le son, tout le monde l'a décrit, il est très impressionnant, et il est très important. Mais à deux reprises au moins, enfin une fois, peu importe que ce soit une ou 2 fois, parce que de toute façon, je pense que personne ne passe à côté, lorsque Heuss sort avec un de ses fils à cheval, nous, ce qu'on entend, c'est les cris de ce qui se passe dans le camp, les cris d'horreur, les ordres qui sont criés, les coups de fouet, les coups de feu, le feu, tout, enfin, c'est des bruits infernaux, disons. Et à un moment, Heuss dit à son fils, « Tu entends ?» Et il attire... Et le réflexe du spectateur, bah oui, j'entends, ça, à côté, on extermine. Et il lui dit non. Il lui dit pas non, d'ailleurs, il n'a pas besoin de lui dire non, il dit, tiens, un héron. Et un peu plus tard, donc là, moi, c'est un truc qui m'a vraiment déplu, parce que c'est comme si le film nous disait ce qu'on a non seulement remarqué depuis le début, mais qui, d'une certaine façon, entre dans l'être même nazi, à savoir que pour conduire cette extermination, il était absolument nécessaire de la nier, je dirais. On sait bien que l'extermination, c'est aussi la négation de la négation, si on peut dire. C'est-à-dire que c'est une négation poussée tellement loin qu'elle efface ses propres traces. Donc, ça fait partie de l'être nazi que de ne pas prêter l'oreille à l'horreur qu'il commet. Sinon, il n'y arriverait pas, quoi. Donc, je trouvais que le fait que le film nous le dise un peu lourd. Mais ensuite, comme il y a une discussion sur des oiseaux migrateurs, je me suis dit, tiens, peut-être, en fait, c'est pas une histoire simplement de contraste. Genre, regardez comme ils ne sont pas sensibles à l'horreur, ce qui est quand même un peu lourd dans un film qui est quand même, par ailleurs, sacrément ouvragé, quoi. Donc, mais je me suis dit, peut-être, voilà, là aussi, il y a peut-être... C'est pas simplement une opposition, mais il y a peut-être quelque chose comme une porosité encore en cours, comme on sait l'importance... Alors, je vois que tu fronces les sourcils parce que j'ai pas la réponse totalement, mais comme l'attention de Glazer à la nature, au cycle de la nature, au cycle des saisons, est très important dans tous ses films, hiver, été, les arbres, les trucs, les machins, les flaques qu'on franchit, dans Under the Skin, à un moment, c'est un homme qui lui fait franchir une flaque en la portant, qui montre bien qu'elle en a fini avec le fait de jeter elle-même les hommes dans l'eau. Je me suis dit, peut-être là, il y aurait peut-être à réinscrire ça dans un circuit plus large, où on ne dirait pas simplement... En gros, comme c'est dit à un moment, la mère qui dit « Oh, ton jardin est paradisiaque »,
Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y aurait Oui, peut-être une façon Et pourtant, de faire entrer. ouais. Alors, je sais pas, parce que tu me disais dans l'intervalle entre nos deux enregistrements, parce qu'on les enregistre à la suite, même s'ils vont être diffusés avec un peu d'écart. Tu disais, tiens, peut-être en fait que son affaire à lui, c'est le réchauffement climatique. Ah. Non, je dis ça parce que l'image dans la. Alors là, attention, on mélange les choses, donc il faut être très prudent. Ouais, bien Mais on sûr. mélange les choses parce que le film, il a une dimension allégorique, évidemment, enfin, de fable, je sais pas comment le dire. Mais c'est vrai que quand on voit cette rivière avec un truc, tout à coup, une traînée, alors, on ne pense pas au réchauffement climatique, mais on pense à la pollution. Alors on fait très attention parce que il s'agit là de cendres de dizaines de milliers de cadavres, donc c'est pas Oui. parler de pollution est tout à fait hors de propos, mais on y pense. Donc il y a aussi, je me suis dit tiens, peut-être il y a plus il y a moins d'univocité d'une certaine façon. Oui, peut-être. Moi, je pensais au réchauffement climatique un peu basiquement. Hein. C'est sans doute une erreur, mais c'est aussi la cheminée, la crémation perpétuelle. Et on pense tout de suite à nos sociétés qui sont des sociétés d'une certaine manière autophages. C'est-à-dire non seulement on brûle la planète, mais on se brûle nous-mêmes. On s'interdit notre avenir. Alors, je voulais rebondir sur les images thermiques parce que elles sont lancées à 2 reprises, et à 2 reprises, c'est au moyen du récit du père, au moment de l'endormissement de ses enfants. Il y aurait long à dire, hein, je parlais des corps, mais les corps des enfants aussi, on les sent extrêmement marqués, et comme le faisait remarquer Ophir Lévy lors de cette séance à l'Eldorado, c'est eux qui vont porter l'héritage, cette génération-là va porter un héritage qu'ils n'ont pas choisi, celui de l'extermination des Juifs et de toute cette période nazie et de la guerre, qui va leur être fatale d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils en portent la trace corporelle, quoi. Et ça on le ressent, on le ressent fortement quand les enfants sont filmés dans ce film. Le récit qui est fait au moment des images thermiques, bon, il s'agit d'Hansel et Gretel, mais bizarrement, tout à l'heure, en faisant référence à Lévi-Strauss, j'essayais de montrer la différence entre la chaleur d'une société, c'est-à-dire ce qu'il appelle société chaude, c'est-à-dire celle qui accueille. Alors, elles le font jamais bien, évidemment. Il ne s'agit pas d'un jugement de valeur, mais elle accueille la pluralité des mémoires, que ce soit de minorité ou de majorité. Nos sociétés, par exemple, sont, au sens de Lévi-Strauss, des sociétés chaudes. C'est-à-dire qu'une minorité peut avoir des revendications, intervenir dans un débat public, etc. Les sociétés totalitaires sont des sociétés froides. Elles refusent la multiplicité des discours. Elles ne veulent qu'un seul roman national. C'est la grande différence que Lévi-Strauss opère entre... Il y a une société qui est capable d'intégrer sa mémoire et l'autre qui la renie, qui est une forme de déni collectif. L'histoire racontée par ce père nazi, ça finit à nouveau, c'est une sorcière qui termine dans un four. Je reprends aussi cette idée que le cinéma de Glaser ne parle pas que de Shoah, mais parle également de sorcières, et que les personnages féminins portent cette trace constamment. On parlera de la fin du film, de la zone d'intérêt, où c'est à nouveau des femmes qui nettoient ce qui est devenu Auschwitz aujourd'hui, c'est-à-dire musée. Donc c'est pas par hasard qu'il s'agisse de femmes. Et c'est pas un parallèle d'égalité entre les déportés juives des camps et la condition des femmes aujourd'hui. Évidemment non. Il y a plutôt, je pense, un parallèle beaucoup plus profond d'histoire longue, à mon sens. Et cette opposition entre un récit et des récits, ou une histoire et des histoires, me paraît quand même assez structurante dans son cinéma, et probablement depuis Birth. J'ai ce sentiment-là. Voilà. Je m'arrête là, pardon. Oui, alors on parle de la fin. Oui, je t'en prie. Parce que d'une certaine manière, tu en as dit quelques mots, puis on a aussi commencé d'en parler parce que on a commencé un peu à dire 2-3 mots sur le rapport du film avec le contemporain, quand même. En parlant de réchauffement climatique, en parlant de tout ça. Alors, à la fin du film, il y a quelque chose qui mérite
qui demande même, qui réclame qu'on s'y attarde. Là, je pense qu'il faut essayer d'être précis. Là. Rudolf Höss se rend à une fête nazie, où il a l'air de s'emmerder tel le rat mort, mais bon, le film n'accrédite pas du tout, et c'est tant mieux, la thèse du nazi fêtard, des nazis fêtards, orgiaques, tout ça. C'est quand même la fête est un peu sinistre, voilà. Et il monte à un balcon qui surplombe la salle où a lieu la fête. Et puis, à la faveur d'un effet de montage, on entend une conversation qu'il a avec sa femme. Il est tard dans la nuit. Il appelle Edwige pour lui dire que l'opération... Parce que, il avait été transféré du camp pour avoir un nouveau poste. Et il va être réaffecté au camp parce que, décidément, on considère que c'est le plus efficace. Bon. J'ouvre une parenthèse parce que je ne voudrais pas qu'on croie qu'on l'oublie. Il est bien évident que l'un des sujets du film, c'est l'extermination des Juifs comme industrie, comme administration et comme industrie, comme obsession du rendement maximum, des choses qu'on sait, qui sont vraies et que le film... Comme quasiment aboutissement du Fordisme, quoi. Absolument. Absolument. Voilà. Moi, je n'ai rien à ajouter à ça, en tout cas comme propos, évidemment. Je ne vois pas au nom de quoi je pourrais ajouter quelque chose à ça. Mais bon. Donc il téléphone à sa femme, il dit « Je voulais te dire qu'on appelle cette opération Höss, et je voulais te le dire parce que Höss, c'est aussi ton nom. » Donc c'est une manière de dire « Bon, voilà, tu le mérites aussi. » Et puis il lui dit, il lui a déjà dit, je crois, enfin peu importe. Il lui dit que lorsqu'il a vu tous ces gens de haut, comme ça, en fait, il n'arrivait pas à s'intéresser à eux parce qu'il se posait qu'une seule question, c'était comment il arriverait à les gazer. Alors, moins mu par un mouvement de haine que mu, comme il l'est toujours, par un souci logistique, quoi. C'est-à-dire, en gros, une question expérimentale, quoi. Plonger dans telle circonstance, dans telle situation, avec tel volume, et telle population, comment on fait ? Bon, bref. Donc on se dit quand même que peut-être cet homme est un peu en train de vaciller quand même, parce que entre la mauvaise raison résonante fordienne du rendement maximal et l'idée qu'à partir d'un certain moment, toute foule en présence de laquelle on se trouve est une foule potentiellement gazable, il y a quand même une nuance. Bref, ça prépare un peu la suite, c'est pour ça que je le rappelle, même si je suis un peu long. Il quitte le bureau où il passait un coup de fil, il remet la chaise très bien, mais c'est pas son bureau. Il descend des grands escaliers, et arrivé à un palier, on le voit, la caméra reste en haut de l'escalier, il ralentit, il est de dos, il est pris de soubresauts et quasiment de vomissements. Alors, c'était une discussion quand on a vu le film, j'ai revu ce matin, j'ai l'impression quand même, parce que c'est pas indifférent, que la première fois, quelque chose sort, puisqu'on l'entend cracher, quoi. On ne le voit pas. Justement, on ne le voit pas, puisque lorsque la caméra reprend à la hauteur du palier, on a l'impression qu'elle se tient juste à la limite par rapport aux lignes du carrelage, où on pourrait voir la trace de ce qu'il a, comment dire, expectoré, ouais, exactement. Bon, mais on l'entend cracher quand même quelque chose. Bon. Et moi, je pense que je suis comme tous les spectateurs de ce côté-là, quand quelqu'un dans un film vomit dans les escaliers, ma première question, c'est qui va nettoyer ? Et je pense que dans un film comme celui-là, la question n'appartient pas à ma propre obsession hygiéniste, qui d'ailleurs n'existe pas, mais je pense qu'elle est là, la question, elle est déjà. Or, il continue à descendre, il est pris d'un deuxième renvoi gastrique, il n'arrive pas, cette fois manifestement, il n'arrive pas à sortir quoi que ce soit, donc c'est d'autant plus douloureux pour lui qu'il n'arrive pas à évacuer. On est toujours, effectivement... De toute façon, chez Glazer, on est toujours dans cet imaginaire, on ne l'a pas dit, mais on est toujours dans un imaginaire... Enfin, on ne l'a pas dit, on l'a dit sans le dire, on est toujours dans un imaginaire organique. Les boyaux, les circulations, l'intérieur, l'extérieur, et comment, de l'un à l'autre, quelque chose peut se retourner. Donc on est en plein là-dedans. Je rappelle la scène du gâteau au chocolat de Under the Skin, mais enfin, on est en plein là-dedans. Et on sent qu'il n'y arrive pas, il est arrêté à mi-chemin, et tout à coup, il tourne la tête... exactement comme quelqu'un. D'ailleurs, comme il avait tourné la tête une heure plus tôt, parce que sur un autre palier, qui était le palier de chez lui, il avait aperçu sa petite fille qui ne dormait pas. Il avait éteint la lumière, mais au moment d'éteindre la lumière, il s'est aperçu qu'elle était là, donc il la rallume. Bon, voilà. Si on est dans la précision du film, parce que je pense que le film, il est hyper précis. Et donc, il tourne la tête comme si quelqu'un le regardait. À ce moment-là, l'écran redevient noir,
comme il l'était au début du film, avec simplement un petit rond blanc au centre. Et ce rond blanc va être celui de la porte du musée, une des portes du musée d'Auschwitz aujourd'hui. Donc on est transporté aujourd'hui, par laquelle entrent ces femmes de ménage dont tu as un peu parlé, et qui vont nettoyer, qui vont faire le ménage dans le musée, avant l'ouverture, on le suppose, même si c'est pas précisé. C'est-à-dire, en gros, elles vont passer l'aspirateur, mais aussi passer le balai dans les fours. Donc faire ce geste, disons, littéralement vertigineux, qui consiste à, on va dire, à nettoyer ce qu'il peut y avoir de traces dans un four crématoire qui a servi précisément à faire en sorte qu'il ne reste nulle trace. Donc on est dans une espèce de je sais pas comment... Et en même temps, c'est quand même un lieu de mémoire, donc c'est quand même un lieu qui garde la trace... Comment faire place nette pour qu'apparaisse la trace de ce qui ne devait pas en laisser. Donc, bon. Et puis ensuite, elle se transporte dans des couloirs où on voit ces vitrines derrière lesquelles sont entassés les millions, les milliers de paires de chaussures, de valises, de vêtements, etc., etc., etc. Puis on revient sur Rudolf Höss, donc on a fait quoi ? On a fait 80 ans en avant puis 80 ans en arrière, un peu interloqué, et le film s'arrête là. Bon. Alors maintenant, qu'en dire ? Pour moi, c'est très compliqué. La première fois, de toute façon, j'avais déjà quitté le navire d'une certaine façon, et ça ne m'y a pas ramené. C'est un peu le problème qu'on a par rapport à ce genre de film, c'est que moi, à un moment, vraiment, j'ai dit non, et donc je savais que je ne dirais pas, je ne reviendrai pas sur ce nom. Mais là, il s'est passé d'autres choses pendant ces 2 ou 3 jours. J'ai revu des films, j'ai réfléchi à ça. Et là, bon, une des choses qui est troublante, c'est que tu as commencé à le dire, c'est que on voit là des femmes qui nettoient, et bon, là, on voit bien comment le champ métaphorique s'ouvre. La question du nettoyage, elle est évidemment au centre du nazisme. Hein. C'est pas pour rien qu'on parle de nettoyage ethnique. Elle est non seulement au centre du nazisme comme projet, mais elle est au centre aussi du film, puisque le film fait une place quand même assez importante aux domestiques de la maisonnée Höss, que l'on voit à plusieurs reprises maltraiter, faire le ménage. Et d'ailleurs, il y a un moment où, lorsque Edwige est particulièrement contrariée parce qu'elle a appris que son mari devait quitter le camp, elle s'en prend à une domestique parce qu'il y a une tache d'eau par terre. En fait, c'est les enfants qui sortaient de la piscine qui ont laissé de l'eau couler. Donc tout ça est très important. Très important aussi, c'est que cette sorte de... ce que j'appelais autrefois hypervisibilité, mais je préfère parler visibilité intégrale, on la retrouve cette fois, mais à l'intérieur, puisque là, on est à l'intérieur maintenant. Justement, on est à l'intérieur et pas vraiment, puisque la vérité d'Auschwitz est de nouveau de l'autre côté d'une limite, sauf que cette limite, cette fois, est une transparence absolue, et d'ailleurs une transparence qui nous est, comment dire, je dirais presque au deuxième degré, puisqu'on la voit nettoyer. On la voit nettoyer, donc bon. Donc, ce qu'on n'avait pas vu jusque-là, et qu'on n'avait qu'entendu, à présent, on le voit, ou en tout cas, on en voit ce qu'il en reste, selon un mode qui est celui que le film a adopté jusqu'à présent dans la maison, puisque le style de mise en scène qui est au travail là est sensiblement le même que le style de mise en scène dans la maison, c'est-à-dire des plans fixes, au cordeau, où rien n'est laissé dans l'ombre, quoi. Voilà. Alors, j'ai décrit, et je pense que là-dessus, je serai toujours, je reprendrai toujours les mots de Danet, l'art de la critique, c'est avant tout de bien décrire. Donc quand on a décrit, je pense qu'on a déjà dit beaucoup. Mais voilà, quant à savoir ce qui se joue exactement dans ce rapport entre, je dirais, une souillure qui n'advient pas, c'est-à-dire ce type qui n'arrive pas d'une certaine façon, peut-être à se défaire, qui n'arrive peut-être pas à redevenir humain, lui aussi. Hein, encore que... il est bien évident que cracher n'est pas la manifestation ultime de l'humanité, c'est pas la manifestation la plus noble. Donc ce serait aussi redevenir humain, mais en s'assumant comme monstre d'une certaine façon. Donc là aussi, de toute façon, hein, c'est pas comme si tout à coup il disait je vais arrêter de détruire, je vais arrêter d'exterminer, voilà, c'est pas le parcours moral d'Oskar Schindler, encore que ce parcours est ambigu aussi. Donc voilà, entre cette tâche qui n'advient pas et de l'autre côté, le souvenir d'une tâche, mais qui est lui-même soumis à... Parce que Glaser aurait très bien pu nous montrer des plans du musée d'Auschwitz, il aurait très bien pu avoir ce souci tout à fait compréhensible de ne pas oublier le rapport aux contemporains, sans en passer par les femmes de ménage. Bien évidemment, il n'avait pas besoin des femmes de ménage pour nous faire entrer
Il aurait pu nous montrer, d'ailleurs un peu comme il le fait dans Under the Skin, il aurait pu nous montrer des badauds, des visiteurs, lambda, hein, puisque là, vraiment, lambda, c'est vraiment le mot auquel on pense quand on voit la foule écossaise de Under the Skin. Il aurait pu nous montrer les visiteurs lambda visitant le musée, quoi. Pourquoi fait-il ce choix ? Moi, il me semble... C'est la question que je te pose. Il me semble qu'une hypothèse pourrait être justement elles sont au travail, donc il y a une forme d'indifférence à... De toute façon, l'indifférence est partout chez c'est-à-dire Glazer. C'est un cinéma qui se donne comme indifférent. Voilà, avec l'habitude du travail, Absolument. Évidemment qui résonne aussi avec ce qu'on a vu précédemment dans le film, l'habitude de voisiner l'horreur, voit une habitude se créer et donc on arrive à... Mais sauf que là, elle voisine une horreur. Non, alors là, c'est pas du tout achevée et non pas une horreur... C'est pas du tout le parallèle. Oui. Mais c'est pas... Non, mais de toute façon, dans la mesure où le film fait l'aller-retour, s'il ne faisait que dans un seul sens, on pourrait à la limite, si je puis dire, sans laver les mains, pardon, mais dans la mesure où il fait l'aller-retour, je veux dire, on est obligé de construire un rapport. On peut pas sortir du film sans avoir construit un rapport entre ces images. C'est ce qu'on essaie de faire là. Une des questions du film, c'est quand même l'impact sur les corps que peut avoir l'horreur. Et là, peut-être aussi la mémoire de l'horreur. Peut-être qu'une des hypothèses de ces plans de fin, ce serait que la muséographie qui est mise en place correspond peut-être à une forme de ritualisation et qu'elle a, d'une certaine manière, elle interdit ou elle fait le constat de sa non-inscription dans les corps. Je reviens à ces histoires de mémoire collective ingérée par une société, société dont les membres ont des corps, et donc une potentielle résurgence du nazisme, puisque finalement on a besoin de musées, de médiatiser cette mémoire, puisqu'elle ne s'est pas inscrite en nous comme un interdit moral. Le retour du nazisme et de l'horreur est possible. Aujourd'hui, on le voit, évidemment, Glazer le voit. Le retour des pensées fascistes en Europe sont présents. Je vais t'interrompre. Oui. Non, pardon. Je trouve cette hypothèse très forte, mais est-ce que je peux te demander de nous l'expliquer, de me l'expliquer un peu mieux ? Parce que quand tu dis qu'il ne s'est pas inscrit dans les corps, tu parles là des femmes de ménage ? Non, dans les corps de la société... Parce que les corps qu'on voit, à ce moment-là, ce sont les femmes de ménage, on ne voit pas d'autres corps. Quelle est l'histoire de la mémoire de la Shoah sinon un devenir muséographique ? C'est-à-dire que la société allemande, mais disons européenne en général, n'a pas incorporé la mémoire de la Shoah comme un interdit physique, moral, une impossibilité, une impasse totale, puisqu'on assiste à un retour des idées fascistes. Donc si moi j'étais, si je faisais un peu le naïf, mais on se disait avant l'enregistrement combien il était important d'essayer d'être clair. Cette fin ne doit pas, vraiment je vais être simple, ne doit pas être comprise selon toi. Dans cette fin, selon toi, il y a une critique, si on peut dire, ou au moins une interrogation par rapport au fait que Auschwitz soit devenu un musée. Voilà. C'est pas une invitation, parce que l'invitation pourrait exister. C'est pas une invitation au spectateur à se dire. Si tu as une bonne conscience, si tu as une conscience citoyenne, voici un lieu auquel il est bien que tu te rendes aujourd'hui pour te souvenir. C'est surtout pas ça, selon toi. Non. Je crois que sa question, c'est comment l'horreur traverse les corps. Est-ce qu'elle s'inscrit dans les corps ou est-ce qu'elle est devenue un objet de médiatisé, c'est-à-dire éloigné de nos propres corps. Oui, mais alors, pardon, je vais être vraiment, pour le coup, j'en ai presque honte, simpliste. Est-ce qu'on doit comprendre cette fin comme Glazer nous disant... Comme un pessimisme absolu. Comme Glazer nous disant, il est bien qu'Auschwitz soit devenu un musée, ou comme nous disant, il n'est pas bien qu'Auschwitz soit devenu un musée. C'est ni l'un ni l'autre, c'est juste un pessimisme quant à l'inquiétude dont je parlais en ouvrant la première émission. C'est sans doute ça, son inquiétude, c'est-à-dire la possibilité d'un retour de cette horreur. Il ne s'agit pas de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est un symptôme, la muséographie. Non, mais bien sûr qu'il ne s'agit pas de dire que c'est bien, pas bien, mais on pourrait tout à fait imaginer, d'ailleurs, la liste de Schindler que j'ai revue et que j'ai réévaluée, se termine par un geste, se termine un peu de la même manière, enfin par une opération comparable, puisque les Juifs sauvés par Schindler, ceux toujours vivants à l'époque et leurs enfants, viennent
défiler, enfin, viennent lui rendre hommage et déposer une pierre sur sa tombe, et que lorsque Spielberg donne ce post-scriptum à son film, il donne ce post-scriptum, je sais bien qu'il ne faut pas dire c'est bien, c'est pas bien, mais comme entièrement positif. Voilà, j'ai fait ce film pour rendre hommage à Oskar Schindler, et il est bien aujourd'hui que sa tombe devienne un lieu de pèlerinage. Et d'ailleurs, le dernier plan du film, c'est même Liam Neeson qui a interprété Oskar Schindler, qui lui-même, on le voit de loin, comme ça, mais on voit que c'est lui, et sur la tombe de son personnage. Donc, malgré tout, mais là, c'est une fin beaucoup plus naïve que celle de Glazer. J'entends bien, mais c'est pour te Glazer va nous dire plutôt, on ne tire jamais les leçons de l'histoire. D'accord. Et alors, pourquoi merci de cette clarification, même si pour moi, il y a encore 2-3 choses que je ne suis pas sûr de comprendre, mais tant pis. Pourquoi le film ne se termine pas là, aujourd'hui, et pourquoi le dernier plan je dirais, revient à Rudolf Höss, dans cette même position, entre deux volets de marche, un peu interloqués, pas interloqués, mais en arrêt en tout cas. Je ne sais pas, mec. D'accord. Non, mais... Non, mais peut-être c'est un retour justement aux nazis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si je t'interroge là-dessus, c'est parce que j'ai entendu dans des propos sur le film des gens dire, et ça m'a interloqué, parce que je trouvais ça fort et en même temps un peu rapide, en disant, voilà, aujourd'hui on nous montre qu'au fond, on ne peut... Parce que ceux qui ont rejeté le film, l'ont souvent rejeté au motif que c'est pas un film, c'est une installation. Et certains ont répondu en disant, bah oui, mais c'est un film qui nous montre qu'au fond, Auschwitz, aujourd'hui, n'est plus regardable que comme installation d'art contemporain. Donc, moi, je trouve que tout ça, quand même, est un sacré raccourci. Donc, c'est pour ça que je te pose quand même la question, même si elle est naïve, est-ce que ce musée nous est donné, en gros, comme un lieu, parce qu'on pourrait, je veux dire, ça n'est pas inconcevable de nous le donner comme un lieu, je dirais presque désirable, ou comme un lieu qui témoigne du fait qu'on n'a pas oublié. Je veux dire, faudrait pas aller trop vite et en disant, oui, ça peut être... de toute façon, tout ce dont on parle, c'est la question du travail de deuil. Qu'est-ce que c'est que faire le travail de deuil ? Bon, voilà. Mais ça peut être aussi... Est-ce que c'est un lieu de deuil ou est-ce que c'est pas un lieu de deuil ? Dans le sens, est-ce que c'est un lieu utile ou pas ? Donc, c'est là-dessus que je t'interroge. Mais c'est un lieu de deuil, mais un lieu de mémoire, en tout cas qui se veut comme tel. Mais Non, mais ce que je veux dire, c'est n'allons pas trop vite... Et ne disons pas trop vite je crois que le fait même qu'il existe, que Auschwitz soit aujourd'hui transformé en musée, serait l'indice que la leçon n'a pas été retenue. Non, ça, je reprends des idées. Alors ça, c'est des gens qui ont commenté Lévi-Strauss, et notamment cette distinction entre société chaude et froide, c'est-à-dire dans les modalités que prend la mémoire d'une société à l'échelle collective. La forme de ritualisation, les formes muséographiques de ritualisation correspondent à un certain type de mémoire selon Lévi-Strauss, et c'est-à-dire des mémoires qui ne se sont pas inscrites corporellement dans les membres d'une société et qui ont donc besoin comment dire, qu'on active la mémoire autrement, c'est-à-dire en la montrant. Moi, j'ai du mal à comprendre ce que c'est qu'une mémoire qui s'inscrirait corporellement, en fait. Par exemple, la propriété privée n'existait pas avant la Révolution française. Oui, mais c'est pas corporel. Mais si, dans le sens où aujourd'hui, personne ne viendrait un objet, je sais pas, une maison qui t'appartient, elle t'appartient. C'est une évidence. Non, mais alors, je pensais que tu disais corporel mémoire, au sens où on une mémoire évidente, organique, où on va pas remettre en question l'évidence. Non, mais je pensais que tu disais corporel, pardon, au sens où on l'a employé au cours de ces 2 épisodes, oui. C'est-à-dire un peu la question des organes, la question de la peau, la question du sac de peau, la question des os, qui sont quand même toutes des choses dont on a bien vu qu'elles traversent oui, mais inscrites dans les corps des gens, c'est-à-dire dans leur aussi dans leur conscience et leur mémoire. Bon. Moi, j'ai le sentiment... Bon, je te remercie de cet éclairage. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose D'ailleurs, au passage, j'en ai oublié ce qui, la première fois que j'ai vu le film, m'avait tellement embarrassé dans cette fin. Mais je pense, peut-être pour rester sur un mot, qu'on va clore, je crois, un mot un peu ouvert, qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu, je dirais. Alors, s'il avait terminé sur les femmes de ménage au musée, ça aurait peut-être été un peu trop
d'une certaine façon, même dans son ambiguïté, ça aurait été peut-être un peu trop coup de poing. Et en même temps qu'il revienne jusque-là, bon, ça me laisse un peu, pour le coup, ça me laisse un peu sur ma faim. Voilà. Parce que, entre autres, peut-être, parce que cet homme qui nous a été montré jusque-là comme n'étant rien d'autre, mais c'est déjà énorme, qu'un manager à l'efficacité redoutable. Hein, c'est pour ça après avoir été transféré, on le réaffecte à Auschwitz, parce que son remplaçant n'est pas aussi efficace que lui. D'accord ? Donc cet homme qui nous a été montré comme une espèce de travailleur au-dessus de tout reproche, hein, c'est aussi la description que fait de lui sa femme. Il travaille tout le temps, même à la maison, mais il adore ça. Il y a quand même à la fin là une sorte de repersonnalisation in extremis qui peut pas totalement fonctionner. Voilà. Elle est vraiment très tardive. Si on voulait encore une fois comparer avec Under the Skin, un peu délicat, mais on le peut puisque ce sont deux films du même cinéaste et qu'il y a quand même des ressemblances. Cette tentative de personnalisation, si je puis dire, ou d'individuation ou d'humanisation, dans Under the Skin, elle intervient quasiment à la moitié. Voilà. Je veux dire, si on prend la scène du gâteau au chocolat, elle intervient 40 minutes avant la fin d'Under the Skin, si je puis dire. 30 minutes, donc pas à la moitié, mais quand même assez longtemps, alors que là, on est à 3 minutes de la fin. Voilà. Et cet aller-retour, forcément, nous laisse à penser soit que le personnage de Heuss, il est regardé depuis aujourd'hui, de fait, puisqu'il est regardé par nous qui sommes aujourd'hui, soit que lui aurait une espèce de préscience. Voilà. Et il y a quelque chose là-dedans je dirais qu'il fonctionne peut-être pas, ou alors, mais comme je crois que c'est quand même quelqu'un d'intelligence à laquelle comment il s'appelle, Glazer a pensé, c'est qu'il y a quelque chose là qui est de l'ordre du raccord de regard, qui est vraiment une figure de mise en scène élémentaire, puisqu'il regarde quelque part et on voit, alors que il faudrait vérifier, mais je pense que dans tout le film, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, le dispositif intérieur de la villa interdit le raccord de regard, puisqu'il n'obéit pas au déplacement des personnages comme étant ce qui vectorise le mouvement. Les déplacements des personnages sont à l'intérieur de trajets, d'itinéraires, déterminés à l'avance par la position des caméras. Donc là, il y a quelque chose, quand même, une sorte de sortie. Il faut bien finir le film, hein, évidemment. Il y a quelque chose d'une sortie que je trouve un peu étrange et qui peut-être nous aussi va nous servir d'issue. Le mystère reste entier. Merci, Emmanuel. Merci à toi, parce que... Merci. Bounty law. You don't ever bring him in alive, now do you, Jacob? And there's 3 of them and 1 of me.